Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches de 18h à 19h sur RFM. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Je reçois un invité qui va nous parler de son actualité et nous essaierons d'en savoir un peu plus sur lui grâce à des questions posées par une machine qui a un nom, c'est un assistant vocal qui s'appelle S-Voice. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Mika. Comment ça va? Mais très bien. Alors moi j'ai un peu peur de ta machine. Elle mord pas, tu verras, elle Non, mord pas. le truc c'est que toi t'as jamais honte de... Bon, ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. Et t'as jamais honte de dire la vérité ou de poser des questions qui font un peu mal. Oui. Oh non, mais c'est bon. Oh, Et mais donc voilà, alors pourquoi pour tu ça. te caches derrière une machine? Il est lâche. Alors, ce soir, c'est la finale de The Voice. C'est ça. Donc, c'est toujours un événement. On va voir qui va sortir, quel est le candidat qui va devenir le The Voice de l'année. Ouais. Donc, voilà, quoi. Toi, tu as ton candidat. J'ai mon candidat, il s'appelle Vincent Ouais. Vinel. D'accord. Et je l'aime beaucoup. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé toute mon équipe cette année. Ouais. Vraiment, j'ai bien aimé cette année. Je pense qu'il y avait beaucoup de surprises. Est-ce que tu penses que chaque année, parce que c'est ça qui est à mon avis fascinant dans The Voice, c'est que chaque année, il y a des talents incroyables, quoi. Non, mais chaque année, il y a des talents incroyables et aussi, surtout, il y a des héros qu'on n'attend pas, Ouais. inattendus. Alors en fait, il y a quelqu'un avec une petite voix qui devient un tigre et ensuite il y a un lion ou une lionne qui devient une souris. Et c'est un drôle de truc parce que ça se joue vraiment face au public. Les choses changent, c'est comme si ça se forme et on peut penser chaque année qu'on peut vraiment projeter exactement ce qui va se passer. Et il y a toujours des surprises, il y a toujours quelque chose qui change à travers cette chose très bizarre, ce qui est la télé. Les gens changent. Et c'est comme si on peut vivre une chose pendant les auditions à l'aveugle et ensuite ça se transforme quand ça arrive dans les salons de tout le monde en France. Et l'opinion collective aussi, c'est vague. On voit vraiment certains talents qui sont tenus par cette vague et c'est très souvent pas les talents qu'on attend. C'est très souvent des surprises. Une question de la machine. The Voice. The Voice. Parce qu'il faut expliquer que toi, tu as fait un ou 2 ans en Italie. Alors, exactement, parce que moi, en fait, ils m'ont demandé si j'étais intéressé de faire The Voice en France. Bien sûr. Au tout départ. Et j'avais très peur. Je me suis dit, maintenant, si je vais faire la télé, c'est dangereux. Je vais changer comment je suis. Je sais pas. J'étais un peu préoccupé. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que j'avais jamais fait de la télé en dehors d'un interview juste pour faire la promotion d'un single ou d'un album. Et bon, à la fin, j'ai reçu cette demande en Italie de faire X Factor. Et c'était tellement dingue. Et l'émission là-bas est tellement dingue. Ils sont vraiment, c'est du drame à haut niveau. C'est je sais pas, une tragédie grecque chaque émission. Ouais. Et alors j'ai dit oui. Au début, je pensais que c'était une blague. Et à la fin, j'ai dit oui. Et j'ai signé le contrat sans savoir comment parler l'italien. D'accord. Et j'avais 2 mois pour apprendre l'italien. Et j'ai appris dans 2 mois. Je parlais très mal, mais j'ai appris pendant les lives et pendant les directs. Et c'était très drôle. Et dans ce délire de cette décision assez improbable, j'ai pu vraiment rester moi-même. Parce que j'avais pas le temps de réfléchir. Tout était tellement nouveau, tout était tellement étrange. Ce choc culturel que j'ai pu vraiment rester moi-même. Donc ça m'a donné la confiance de venir ici. Mais franchement, entre les deux, c'est tout le monde c'est comme chaque coach garde un talent jusqu'à la finale, ça change d'énergie. Et moi, je prends beaucoup de risques. Je choisis beaucoup de chansons qui sont un peu dangereuses, par exemple. J'aime toujours trouver des gens qui sont un peu, bon, pas étranges, mais un peu différents. Ouais. Et donc, sur X Factor, je me retrouvais tout le temps sans talent. Mais vraiment, je me retrouvais dans la finale plusieurs fois sans talent. Ah ouais? Et je faisais rien, je buvais mon thé. Allez, on se fait... écoute, tes titres évidemment. Allez, Relax, qui a été le premier gros titre en France. Ouais. Ouais, exact. C'est grâce à toi. Merci. Enfin, je n'étais pas non, tout mais seul. c'est ça le truc. Hein. Mika, qui est notre invité. Oui, ce soir, c'est la finale de The Voice. On écoute tout de suite une question de la machine. Ok. La paix ou la guerre? Ça, c'est quelque chose qui a fait partie de ta vie. Ah ouais, qui maintenant fait partie de la vie de tout le monde. De tout le monde, ouais. Faut rappeler, tu étais au Liban et... Moi, j'étais né à Beyrouth en 1983 et ma mère est libanaise syrienne. Et en 83, la guerre était très violente. Cette guerre civile de 25 ans qui a vraiment
marqué plusieurs générations et qui a changé la vie pour le pire, des millions et des millions de gens. La paix ou la guerre, mais évidemment, je vais dire la paix, mais quand on se retrouve constamment dans cette situation de guerre qui revient, c'est comme un cycle qui est tellement étrange. On se dit, c'est presque pas la paix ou la guerre, mais c'est comme évidemment la paix, mais pourquoi la guerre alors ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve toujours dans la guerre ? Pourquoi ? Eh ben je sais pas, c'est cette conscience que tout est lié, que en fait les actions d'un côté du monde peuvent avoir des conséquences de l'autre côté du monde, qu'un cowboy aux États-Unis peut créer des choses qui vont avoir des conséquences négatives pendant 20 ans. Bon, évidemment la paix. Hein. Ouais. C'est vrai que tu mais le dis. La paix, mais on n'arrive pas à la paix juste en disant on va se tenir les mains. Non, en disant bon on partage tout, mais en fait la paix vient avec énormément de sacrifices et la paix fait mal. C'est ça la chose qui est tellement hallucinante. C'est que pour arriver à la paix, ça fait mal. C'est compliqué. Ouais. Bon, voilà, ta machine, elle est un peu philosophe. Hein. Elle est pas facile cette machine. Paris ou Londres? Ah, avant Londres, maintenant Paris. Non. Ouais. Enfin, t'as fait Paris. Parce que quand tu as quitté le Liban, tu es venu en France. Ouais, exactement. Alors moi, on est parti et on avait la chance parce que j'ai un passeport américain. D'accord. Mon père est américain, ma mère aussi, première génération, immigré, tout ça. Et donc on était pris par l'armée américaine. On était en Chypre. D'accord. Et là-bas, ma mère a dit non. Mes enfants, je veux pas qu'ils rentrent aux États-Unis. Ils vont grandir en Europe. On va à Paris. On est parti à Paris, on a vécu ici quelques années, ensuite c'était Londres. Et là-bas, j'étais vraiment formé, j'étais éduqué, je suis allé au conservatoire, j'ai commencé à chanter très jeune, à 9 ans, j'ai commencé à travailler. Et je dois dire que Londres, c'est une ville incroyable. Et c'est vraiment la ville de mon adolescence. Il y avait vraiment il y avait plein de trucs, il y avait tellement de sauces. Si je peux le dire comme ça, il y avait toujours. Oui. C'est vrai que Londres a un truc c'est vraiment une ville internationale. C'est une ville internationale. Il y a toutes les cultures qui se mélangent. Mais quand même, il y avait pas ce sentiment d'être dans un aéroport. Dans un aéroport. On il y avait vraiment ce côté où il y avait plein de petits secrets. Et on allait à pied partout. Il y avait des petits bars clandestins. Il y avait des trucs beaucoup plus populaires. Tout se mélangeait. Et surtout, il y avait beaucoup de cœur dans cette ville. Et c'est pour ça que c'est une ville tellement créative. Et ensuite, à un certain moment, on s'est retrouvé dans une ville, à Londres, qui était devenue, mais vraiment, une sorte de ville presque, pas trop riche, mais un peu comme un aéroport. Tous les petits coins qui étaient super s'en vont. Ouais, tous les petits restaurants, tous les petits fabricants, tous les petites boutiques, maintenant, c'est toujours les mêmes. C'est des grandes chaînes qui sont partout. Ils ont un peu enlevé le côté sexy de Londres et on le souffre tous. Et donc maintenant, pour trouver ce côté-là, au lieu d'aller à pied pour 30 minutes, on doit prendre le métro pour 45 minutes ou 1 heure pour arriver à quelque chose qui est un peu plus intéressant. D'où l'idée de revenir à Paris. Et donc Paris, je trouve que Paris a souffert beaucoup récemment. Et c'est même dans l'économie de Paris, ça n'a pas été des années faciles. En même temps, il y a eu une sorte de de-yoppification, si on peut le dire comme ça. C'est moins yuppie. Les jeunes ont pu reprendre un peu leur place dans cette ville. Il y a beaucoup de soirées qui se passent. Il y a plein de restaurants qui sont nouveaux. Il y a une énergie un peu différente. C'est vrai que Paris est en train de rebouger. Mais ça rebouge, c'est sûr. Je ne sais pas si ça rebouge c'est un peu comme si les Parisiens, les jeunes Parisiens, les Parisiens entre presque de 18 jusqu'à 38 ans, ils sont en train de reprendre Paris. Je ne sais pas si c'est en ligne avec la politique, mais en même temps, au moins les Parisiens sont en train de reprendre Paris eux-mêmes. Mika est notre invité aujourd'hui. Évidemment, on parle de la finale de The Voice. Alors, quand même, la finale, là, vous pouvez plus intervenir. Hein. C'est fini, c'est le public et que le public et seulement le public. Hein. Exactement. Ouais. Non mais c'est vrai, parce qu'avant on peut repêcher, on peut aider là. Alors on peut pas aider. Non, on peut pas aider là. Voilà, c'est impossible. Ouais, c'est ça. C'est ce soir où quand on voit les pourcentages, qu'on se dit oh non. Oui, c'est vrai que ça peut être cruel. Je me rappelle moi du pourcentage alors ça c'était toi d'ailleurs, t'étais le seul à t'être retourné sur Kenji. Kenji avait fait un score.
il faisait la majorité des voix, enfin il faisait plus que les 3 autres réunis en voix, quoi. Ah ouais, je pense qu'il avait spectaculaire. fait presque 80%. Ouais. C'était un espèce de raz-de-marée. Je me souviens toujours, il avait pris la petite feuille qui avait le pourcentage. Et c'était après le résultat, on se mettait tous sur la scène pour dire au revoir au public avec Nikos qui servait tout le monde. Et Kenji, il avait cette feuille. Il me regarde et il me regarde. Et je vois les pourcentages et je le regarde et dans son oreille, je dis cache ça. Ne sois pas fier, c'est pas sexy. Ne sois pas trop fier, c'est pas sexy. Cache ton feuilleton parce qu'il était en train de. C'est comme s'il avait des résultats de son examen à la classe. Il voulait sortir, montrer tout le monde ce qu'il avait fait dans son bac. En même temps que c'est vrai que tu vois, on en parle, moi j'en parle encore aujourd'hui. C'est vrai que c'était un résultat unique. Hein. Je crois que c'était le record absolu d'une émission de The Voice dans le monde pour un candidat. Alors avant l'apparition de Kenji, avant ce moment Kenji. Il n'y avait jamais quelqu'un qui avait vraiment vendu des disques dans The Voice dans le monde entier. Et ça a un peu cassé cette malédiction, entre guillemets. Exactement, c'est ça, cette malédiction. Et après ça, bien sûr, en même temps, il y avait l'énorme succès de Louane, qui n'était pas gagnante, mais quand même. Frérot de la Vega, Frérot de la Vega, aussi chez moi. Et même maintenant, par exemple, les Arcadiennes, ça marche. Et il y a plein de trucs qui marchent. Une question de la machine. Intimidation ou harcèlement? Ah bah machine, cette question elle est un peu conne. Oui. J'ai vu que tu avais souffert de ça. Ah ouais, mais je dois choisir harcèlement ou intimidation. Parce que là, c'est un peu un cadeau empoisonné là. Mais tu as vécu toi le harcèlement quand t'étais gamin Ah énormément. Et même dans mon pas juste quand j'étais gamin, mais dans mon adolescence. C'était le contrepoint de ma vie quotidienne. Moi à l'école il y avait il y avait une règle que la plupart des profs sympas respectaient sans qu'elle soit écrite, c'est que moi j'arrivais toujours 4 minutes en retard. Toujours. Comme ça je pouvais traverser et ne pas marcher avec tous les autres gens dans ma classe, parce que si je marchais avec eux c'était l'enfer. Parce que dans mon école il fallait traverser les rues. Parce que c'était une sorte de campus, comme une université, comme la fac. Et donc, il fallait traverser les rues. Et si je marchais avec eux, c'était pas bien. À ce point-là. À ce point-là. Alors j'attendais, et tout le monde allait. Et ensuite, moi, je marchais. Pourquoi cette violence? Comment t'expliques ça? Je sais pas. Je sais pas, et j'aime même pas répondre à cette question, parce que c'est comme si je dois justifier. C'est comme si je dois donner une justification, tu vois. C'est un peu bizarre. Non. Mais toi aussi, j'imagine que tu l'as souffert un peu. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je mais disais. toi, t'as jamais souffert de ça? Non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Comment expliquer ça? Je sais que toi, t'as pris positif. Toi, tu t'es engagé là-dessus. C'est-à-dire non, mais moi, je déteste le harcèlement. Voilà, et il y a des campagnes contre le harcèlement, parce qu'il y a des enfants, enfin des enfants, des adolescents, qui peuvent aller presque jusqu'au suicide. Jusqu'au suicide. Exactement. Absolument. Donc c'est extrêmement grave. Maintenant, ça prend une autre dimension, parce que c'est presque. Bon, le harcèlement a toujours été invisible. Le harcèlement se passe au collège, se passe à l'école, se passe dans la classe et se passe au travail. Et la plupart du temps, c'est invisible à tous les autres gens, à part les victimes et les gens qui sont en train de le faire. Alors, ça peut se passer devant toi et c'est très dur de le voir. Et maintenant, c'est encore plus invisible parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Facebook. Et là, ça prend une sorte de violence encore plus exagérée, parce que là, c'est comme si les gens ont peur de dire rien. Alors ça, c'est important ce que je viens de dire. Si quelqu'un est victime d'un harcèlement, il faut qu'il le dise. Je crois que c'est la première chose. Exactement, et c'est ça ce que j'allais dire. Toi, tu l'avais gardé pour toi à l'époque, ou tu en parlais à tes parents? Mais c'est presque avant. Avant ça, je pense que l'harcèlement, il faut en parler. C'est un sujet, ça fait partie un peu de la vie de tout le monde. Et il faut en parler. Alors, avant qu'on puisse le dire, il faut avoir la porte ouverte. Et en parlant de l'harcèlement, on laisse la porte ouverte à quelqu'un de dire, en fait, je pense que peut-être moi aussi, j'ai ça. Et c'est pas ma faute. Et en fait, c'est pas parce que je suis un fric, c'est pas parce que je suis gay, c'est pas parce que je suis grosse ou tous ces trucs-là. C'est pas parce que je suis différent. Parce que j'ai la peau d'une différente couleur. Mais franchement, vous êtes fous, quoi. C'est pas votre faute. Non, tout va bien. Il faut en parler. C'est le contexte dans lequel vous vous retrouvez qui cette intolérance qui se démonte seulement en parlant, avec une sorte de
d'être fiers de nous-mêmes pour parler des choses qui nous embarrassent. Une question de la machine. Bee Gees ou Queen? Hein? Encore une fois, machine. Bee Gees ou Queen? Ah, j'ai bien compris. Alors, les DJs au Queen. Non, c'est Bee Gees. Les Bee Gees. La machine n'a pas un très bon accent anglais. The Bee Gees. The Bee Gees au Queen. Non, mais l'autre question, elle était beaucoup plus importante. Oui, mais Bee Alors, Gees. Queen. Non, mais Queen, ça a fermé. Et ensuite, ils ont essayé de mais rouvrir. on parle des gars. Non, moi, je veux pas parler de Bee Gees au Queen. Alors, non, mais en fait, le Queen, un grand club qui avant était un club assez fou, et maintenant c'est fermé. Et ces soirées-là, ils n'existent plus à Paris. Bon, Si, parce qu'ils ont déménagé. Je crois que ça existe encore. Ouais, mais c'est pas bien. C'est ça. Bon, alors, musique. Alors, Bee Gees au Queen. Ouais. Honnêtement, Ouais. pour la voix, pour je sais pas, le sens du show et tout ça, c'est Queen. Mais en même temps, pour la technicalité des compositions et la manière qu'ils ont produit et qu'ils ont changé la pop musique, presque autant que ABBA, on peut le dire comme ça, mais ils ont vraiment des Anglais là. Ils sont australiens ou ils sont anglais? Ils sont australiens. Australiens. Mais tu sais d'où ils étaient, où ils vivaient? À Manchester. À Manchester, Ouais. et ensuite ils ont vraiment marqué aux États-Unis. Ouais. Ils ont changé la pop américaine. Alors, Bee Gees aussi, c'est les deux. Les deux. Mika est notre invité aujourd'hui, car ce soir, attention, c'est la grande finale sur The Voice. C'est toujours un carton d'audience. Enfin, faut jamais le dire avant, ça peut porter malheur. Mais en général, il y a toujours beaucoup de gens. Du bois, il touche du bois. Mais effectivement. Comment ça se passe entre les coachs? C'est-à-dire, chacun est là, vous avez votre finaliste, alors chacun est là en train d'essayer d'expliquer à l'autre qu'il a le meilleur ou Non, ça dépend. ça dépend. Ça dépend le style du coach. Alors, en général, il y a plusieurs tactiques. Alors, premièrement, je pense on peut dire qu'un talent est meilleur que l'autre, mais à la fin... Ouais, reconnaître quoi. Exactement, je sais pas, c'est pas nous, c'est pas nos fils, hein, c'est pas nos filles, c'est pas nos enfants. Alors c'est pas nous qui l'ont créé, en fait, on les connaît seulement depuis 2 mois, alors faut pas exagérer. Alors à la fin, je pense que ce qui est bien avec The Voice, c'est que les talents ont leur propre identité. Et dans les autres émissions, par exemple, avant, c'était vraiment l'identité du coach, du juge qui prenait place. Et ça, c'est pas aussi cool. C'est vrai, c'est que le but, c'est effectivement de mettre en avant le talent. Et d'ailleurs, sur la finale, ils font plusieurs chansons, dont un duo avec le coach. C'est toujours le cas. C'est ça. Alors, moi, je fais un duo ce soir avec Vincent. Ouais. Et on a choisi une chanson. Bon, moi, j'ai choisi une chanson très simple et très classique, pour être très pure. Parce que je me suis dit, bon, avec Vincent, on va pas faire des grandes chorégraphies, c'est pas possible. Non. Et je trouve que ça serait... Alors, on chante Beatles. Ah, ok, ouais. Bah, en même temps, bon choix. Ouais. Une question de la machine. Bilingue ou trilingue? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a après trilingue? Tu parles quadrilingue, je crois. Et après ça? J'en sais rien. Tu parles quoi? Tu parles combien de langues, toi? Non, moi tu parles. Alors maintenant, français. Anglais. Bon, anglais. D'abord. Et anglais, ensuite français. Italien. Italien maintenant. Ouais. Espagnol. Ouais, et c'est tout. J'ai étudié le chinois pendant 9 ans. Ah. Et mes 3 sœurs, elles parlent le chinois couramment. D'accord. Mais moi non. Moi j'étais nul. 4 langues. Et tu parles pas un peu l'arabe? Non. Je comprends. Tu comprends l'arabe? Oui, parce que toutes les femmes dans ma famille parlent tous l'arabe. Mais mes sœurs aussi, parce que mes sœurs, elles parlent presque 6 langues. Ouais. Donc en fait, il parle 4 langues, mais alors c'est le plus mauvais de la famille sur les langues. C'est ça, exactement, parce que même mon frère maintenant il apprend l'arabe. Et ils parlent tous l'arabe. Ouais. Et donc pour comprendre ce que disait ma mère, mes tantes, ma grand-mère, et vraiment, il faut vraiment, ça vaut la peine de comprendre ce qu'elle est en train de me dire, ma grand-mère, parce que ça a des conséquences dangereuses. Et donc pour comprendre tout ça, on devait toujours parler un petit peu d'arabe. Mais c'est bizarre, moi j'ai jamais parlé, je sais pas pourquoi. Moi je faisais de la musique en fait. Alors moi je passais 3 heures par jour en train de pratiquer de la musique et donc ça a pris mon temps là. Chat ou chien?
Oh mais chien, allez. Oui, t'as 2 chiens Pas magnifiques. de chiens, tu les connais bien. Ah Ils oui, sont ça, toujours je- dans les loges. Ah ouais. Ils sont partout. Dans tous les concerts, ils font toutes les tournées. Tous mes fans connaissent mes chiens. Parce que j'arrive, parce que moi je me conduis. Quand je fais mes tournées européennes, c'est moi qui C'est toi qui conduis. conduis en voiture et t'as les chiens avec toi. Et les chiens derrière. Ça me garde normal. Bon. Donc J'adore. ils te suivent partout, Ils me c'est suivent cool. partout. Génial. C'est ça. Le nom des chiens, Melaki et Amira. voilà. Donc, Voilà. C'est Mika notre invité, car c'est ce soir la grande finale de The Voice. Mais oui, tout le monde sera devant les écrans. Et alors, on peut voter. Mais c'est qui ton préféré? C'est moi je veux pas le Non, mais dire. t'allais dire c'est. Alors ensuite t'as dit non, je peux pas. Je veux pas lui. Ouais, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes. C'est Vincent? Il y a des artistes intéressants. Enfin, il y a des Non, candidats mais il répond intéressants. même pas. Non, bah, ouais, le vote est secret, monsieur. Une question de la machine. Mariage hétéro ou mariage pour tous? Un mariage pour tous. Oui. Mais c'est le principe, non? Ouais. Quand il y a des gens qui disent qu'ils s'aiment, peu importe le contexte, peu importe tout, en fait. Si on dit non, ça provoque une réaction négative. Si on dit oui à ça fait seulement du bien. Ça peut seulement faire du bien. Alors pourquoi dire non? C'est un investissement. C'est un investissement, ça fait du bien pour tout le monde. Quand il y a 2 gens qui disent qu'ils s'aiment, ils veulent être ensemble, pourquoi les refuser? Ça marche contre tout. Ça marche contre la société aussi. Tu as chanté d'ailleurs pour soutenir. le Oui, mariage j'ai pour tous. chanté, C'est bien. exactement. Bien. Et mais t'es venu. T'étais Je là-bas. veux- Non, j'étais pas. Pourquoi? Mais j'étais pas parce que je devais pas être à Paris à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Question de la machine. Studio ou scène? Les deux. Je suis 2 personnes différentes. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Mais je ne sais pas qui est Dr. Jekyll ou qui est Mr. Hyde. Alors, bon, c'est Ouais, il faut expliquer un peu parce que les Jekyll and Hyde. les gens, les gens savent pas que tout ce que représente le studio pour un artiste que peut représenter. Alors moi, pour un j'écris mes artiste. propres chansons et je coproduis tous mes tes disques. deux Et albums. j'écris, je suis auteur, compositeur, interprète. Ouais. Alors un album est né dans un taxi. Il est né dans un café. Il est né en marchant dans la rue, en promenant mes chiens. Et ensuite, il évolue devant mon piano. Et ensuite encore au studio. Et ensuite, je travaille pour produire l'album. Alors c'est vraiment quelque chose qui vit avec moi. J'ai jamais pu acheter des chansons. Bon, je le dis d'une manière assez vulgaire, mais j'ai jamais pu avoir des chansons écrites par d'autres. Et donc, c'est vraiment une sorte de... Il y a un métier qui est très introspectif, qui est celui de l'écriture, de l'enregistrement, où je m'enferme vraiment dans une bulle avec très peu de gens qui viennent écouter ce que je suis en train de faire. Et ensuite, il y a l'autre où je suis le performeur, j'interprète ce que j'ai écrit. Et il y a une sorte de divorce. La personne qui est dans le studio, qui a écrit ces chansons, n'est pas la même personne qui interprète, qui change, qui joue avec les chansons plus tard sur la scène. C'est comme si à un certain moment, les chansons ne m'appartiennent plus. Et elles ne m'appartiennent plus. Et je dois devenir l'interprète. Et donc, c'est 2 personnes complètement différentes. Mika, qui est notre invité aujourd'hui et qui est en train d'apprendre le français. Enfin, faut dire que même moi, je ne savais pas. Quand on parle 6 langues, 7 langues, enfin ça... Alors donc, le 5 langues, c'est cuantalingue. Et octavelingue, c'est 8. Eh ben, dis donc. Et Et six zilem lingue, c'est 10. Et 6 langues? On apprend, c'est sexy language. C'est quand même très, très étonnant ça. Enfin, attention, hein. Ça c'est ce que nous affirme notre Lionel Lagère du son. Donc on verra. Une question de la machine. Les amis ou la famille? T'es très famille. Ouais, je suis très famille, mais même mes amis deviennent famille. D'accord. Et on dit toujours que moi, avec ma famille, c'est un peu comme... j'ai pas des amis qui sont pas amis avec ma famille. Et c'est un peu le test. S'ils sont pas amis avec ma famille, c'est pas des amis. D'accord. S'ils peuvent pas supporter ma famille, c'est fini. Oui, donc effectivement, c'est voilà que on n'aime pas Mika, on aime Mika et sa famille. Ouais, Et, Mika Co. Mika et Co. Question de la machine. Juré ou coach? Ah, coach. Coach. Ouais. Coach. C'est comment tout à coup, bon, t'as un candidat, tu t'es retourné, bon, ok, parce que ça t'a provoqué quelque chose, et ensuite, comment tout à coup tu réfléchis à ce candidat, comment tu l'accompagnes, comment ça se passe? Ah ben, il faut toujours trouver la motivation pour quelqu'un. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont en train de chanter.
Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision assez dingue de se mettre sur la scène face à des millions de gens. Et aussi, c'est dur, hein. Ils prennent beaucoup de plaisir, mais de temps en temps, ils peuvent souffrir aussi, parce que cette lumière, elle est très forte. Et elle illumine tout, même les choses qu'on veut cacher. Donc, pourquoi est-ce que tu es là ? C'est la première chose que je demande toujours à un talent. Pourquoi tu as décidé de faire ce truc complètement dingue ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête ? Et ensuite, de dire, ok, bon, j'aime tellement ce que tu fais que je veux te défendre. Et cette idée d'être à la fois performant, et d'être transparent en même temps. Parce que on sait que tous les meilleurs chanteurs, toutes les meilleures personnes sur la scène, ils ont ce drôle de mix. Ils ont l'attitude d'un divo, d'une diva, et en même temps la transparence de quelqu'un de très humain. Et il faut ça. C'est un contraste entre les deux, mais il faut ça. Si je pense à un grand chanteur, ils ont vraiment les deux. C'est un dieu, mais c'est aussi quand ils sont sur la scène, pas dans la vraie vie. C'est la force et la fragilité. C'est super fragile, oui, c'est ça. Oui. Et quand je regarde, par exemple, je regardais une performance de Michael Hutchence. Alors lui, il avait cette physicalité sur la scène. Il montait, il prenait des pauses, il chantait devant 70 000 personnes. Et quand même, en même temps, tu te disais, mais bon, lui, je vais aller prendre une bière avec lui en même temps. Je veux applaudir dans la foule, mais aussi je veux prendre une bière avec lui. Et c'est fascinant, ce mix entre les deux, c'est ça. Et donc, cette transparence-là, même pour un talent dans The Voice, je pense qu'ils doivent avoir le courage d'être très performants et aussi de rester eux-mêmes, de rester transparents. Et c'est ça ce que j'essaie de les rassurer pour qu'ils puissent chanter et se montrer devant un public sans changer. C'est plus dur. C'est dur, Ouais. Quand même. Oui, parce que comme tu le dis, c'est extrêmement rapide. C'est rapide. C'est ça. Donc il faut apprendre, ils doivent apprendre extrêmement vite. Exactement, et tu sais ce qui se passe. Toi, tu sais le mieux avec toute ton expérience dans la musique. Toi, tu l'as vu 100 millions de fois. Ce changement-là, où quelqu'un durcit et ils deviennent assez... Tu te dis, mais c'est pas la même personne. Où est partie cette personne ? Je l'ai rencontrée seulement il y a un mois. Mais t'es parti où ? Et tout d'un coup, c'est comme si tu dois le secouer et dire, mais non, mais reste, ne durcis pas, ne te protège pas. En fait, maintenant, c'est l'inverse. Tu dois être encore plus transparent, encore plus communicatif, encore plus généreux. Et tu peux seulement faire ça si tu es bien entouré. Alors, à mon avis, ça, c'est aussi une responsabilité du coach. Et de la prod aussi, mais ça, c'est les coachs qu'on voit pas. La prod, c'est vraiment les coachs qu'on voit pas à l'écran. Avec lequel vous réfléchissez sur les chansons, etc. Ouais, exactement. Parce qu'effectivement, une chanson, si tu trouves si la personne chante, le candidat chante la bonne chanson, ou si le candidat chante pas la bonne chanson, tout à coup, ça peut... ça peut tout changer. Tout. Ouais. Et c'est-à-dire que la réussite du candidat, c'est aussi la réussite des chansons qu'on lui a demandé de chanter. Et le choix de la chanson, c'est pas évident. Non. Parce que par exemple, si on reste toujours safe, si on fait les choses qui sont assez sûres, ensuite tout le monde dit que c'est trop vanille, qu'on les met pas à la preuve, qu'ils ont pas le courage de prendre des risques. Et si on prend trop de risques, Ils explosent. ou c'est comme si on les lance sur un trapèze, tout d'un coup, ils se font mal. Et donc c'est vraiment... Il faut toujours trouver la clé. Et aussi, par exemple, avec Audrey, à mon avis, le moment de cette saison. Et c'était quand elle a chanté avec la chanson de Vartan. De Sylvie Vartan. Enfin, d'Aznavour. De Aznavour, exactement. Le texte de Aznavour. Exactement. Très peu de gens le savent. Le savent, ouais. Et ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Qui est effectivement un moment magique. C'était le moment de la saison, à mon avis. Ouais, et c'est pas seulement parce qu'elle est dans mon équipe, mais c'était vraiment parce qu'elle a pris... Elle a pris sa place. Elle a fait exactement ce qu'on était en train de dire. Elle a démonté ses défenses. C'est comme si elle a pris cette opportunité pour devenir encore plus elle-même et de prendre le courage de devenir elle-même. Et la problématique, c'est la sincérité, quoi. C'est ça. C'est une totale sincérité. C'est ça. Et tu sais, on peut rien cacher. Le problème, c'est avec la télé, c'est un peu comme... Il y a très peu qui se cachent. Et on voit tout. Et quand on chante, je dis toujours que on peut enlever tous nos habits et on va savoir beaucoup moins qu'on peut connaître, qu'on peut découvrir juste quand quelqu'un chante une phrase ou un refrain. En chantant, on se dévoile. Et c'est pour ça que ça nous fascine. C'est pour ça que ces émissions, ces concours de chant, Sanremo en Italie, le plus grand concours de chant qui est depuis les années 50, 40 en fait,
les vaudevilles, les concours de chant aux États-Unis, tout ça, c'est parce que on est fasciné par cette chose-là. Le fait que quand quelqu'un chante, on découvre. Il dit quelque chose sur lui. Ouais, on peut lire leur âme tout de suite. Et c'est ça nous fascine. Mika est notre invité aujourd'hui car ce soir c'est la finale de The Voice. Et on écoute tout de suite une question de S-Voice. Le son ou le sens? Hein? Le son ou le sens? Le son ou le sens? C'est-à-dire je pourrais dire de manière différente. Parole, musique, c'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce que ça raconte ou c'est la musique? Les deux ensemble. Les deux ensemble. Mais moi, j'ai pas peur dans mes paroles de raconter une histoire, d'avoir un message aussi. Bon, pas toujours, mais de temps en temps. Et c'est un peu, de temps en temps, j'écoute la musique et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est comme s'ils ont peur de dire, ils veulent rien dire. Et ça j'aime pas quand c'est trop vague. J'aime bien les auteurs, compositeurs qui ont le courage de raconter quelque chose. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Il y a un peu de... à mon avis, c'est une différence entre les anglo-saxons et les français. C'est qu'en France, tu peux pas faire une longue carrière si tu dis pas des choses. Il n'y a pas du sens. En revanche, chez les anglo-saxons, quand même, She Loves You, yeah, 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 bon, tu vois... Non mais c'est pas méchant. Je t'aime, quoi, tu vois. Non, mais eux c'était différent. Alors là, tu provoques un truc super parce qu'en fait là-bas, on voit vraiment ça, c'était le génie de Beatles. À mon avis, c'était que tout d'un coup, il y avait un groupe que peut-être c'était construit, peut-être c'était par hasard, peut-être c'était juste une confluence de coïncidences. Mais il y avait un groupe qui racontait une histoire à travers plein de différentes choses. La coupe de cheveux, le style, l'attitude, la manque de vibrato dans la voix, le son de la prod qui était tellement direct, les paroles simplifiées, universelles. C'est tout ça ensemble, ça racontait quelque chose de très puissant. Et c'était pas juste les paroles. Les Beatles, c'est pour moi c'est au panthéon c'est vraiment tout en haut, mais de la musique. Mais c'était vraiment la première fois. C'était la première fois dans la musique pop où il y avait cette combinaison. Ils ont créé la musique pop. Exact. Ils ont créé le groupe pop pour la première fois. Vraiment. Mais c'est vrai que en Angleterre, je dirais qu'on a le sentiment que pas souvent, mais souvent, le son est plus important que le sens. Alors que j'ai l'impression qu'en France, le sens est souvent plus important que le son. Oui et non. Je pense que ça dépend. Ça dépend quelle génération, Pascal. Je suis d'accord. Aussi. Parce qu'en ce moment, il y a une tendance de ne pas trop dire. Ouais, c'est vrai. Oui, et en même temps. Non, mais en France, je veux dire. Ouais, mais aussi en Angleterre, un peu partout. Il y a cette tendance de dire des choses, mais de rien dire rien du tout. Légère, ouais. C'est ça. Ouais. C'est un peu plus introspectif et c'est plus dans le style, mais c'est. En même temps, c'est cette génération. Mais ça veut pas dire que ça doit être des chansons de proteste, de manifestation. C'est pas des chansons politiques et tout ça. Ça m'intéresse pas du tout. Mais quand on écoute, par exemple, Gainsbourg qui parle de la vie, qui parle du sexe, qui parle de la politique, avec ce petit clin d'œil d'enfant terrible, là, c'est là où ça devient intéressant. Ce jeu de mots, de jouer avec les sociétés, de jouer avec les tendances, d'aller contre-courant. Et en même temps d'être extrêmement attirant, d'être très pop. Ça, j'adore. Une question de la machine. Ado ou adulte? Adulte. Ado, c'est horrible. Oui. Ah mais bien sûr. Ouais. C'est la période la plus dure pour tout le monde. Ouais. Non, je pense pas. Tu peux rien contrôler. Ah mais là tout étonne. Il y a toujours des surprises. Ton corps ne fonctionne pas comme tu veux. Les boutons, les trucs. T'as les boutons, non, mais c'est. Et en même temps, t'as un univers qui est un peu. Pas enfantin, j'aime pas le terme enfantin, mais tu vois, de l'enfance. Ah non. Non. Il y a un côté où dans ta bulle, il y a un côté un peu. Non, il y a un côté. Ouais, mais c'est pas très. C'est drôle parce que c'est pas très enfant, c'est pas du tout ado. Non, mais même s'il y a beaucoup d'enfants qui aiment ce que je fais, ça c'est sûr. Et là, je me retrouve. Il y a des enfants de 5 ans qui viennent chez moi et qui commencent à me parler. Je me dis, mais vraiment, c'est hallucinant. Mais d'où ils viennent, ces fans? Mais en même temps, attention, dans les contes pour enfants, c'est des choses terribles. Ça raconte des histoires terribles. Ah, c'est sûr. Moi, je suis un grand fan de Maurice Sendak, qui est un illustrateur et un auteur qui a écrit Where the Wild Things Are.
Et il est mort maintenant, malheureusement. Mais lui, c'était un ouais. Il écrivait des contes d'enfants, mais c'était presque des contes macabres. Ouais. Et Alors en France, on a ce qu'on appelle les contes de Perrault, mais c'est la même chose. Hein. C'est le père qui va perdre ses enfants parce que tout à coup il peut pas les nourrir. Enfin, c'est les choses, l'ogre. Enfin, c'est le côté un peu Tim Burton. Ouais. Oui, il y a le côté. Oui, tout à fait. Mais C'est un j'adore côté. ça. Mais Tim Burton, il y a un côté c'est un mélange entre enfance et adulte. Enfin, il y a quand même C'est un ça. côté très il y a ça quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est enfant, c'est plutôt enfant terrible. Ouais. Il y a une grande différence entre enfant et enfant terrible. Je pense, vraiment. Parce que c'est ce côté-là où il y a ce petit clin d'œil, ce petit sourire. La possibilité de dire des choses qui font un peu mal, de taquiner, mais aussi d'être super sérieux tout d'un coup. D'être émotionnel et aussi blagueur. C'est ce mélange-là, de se donner cette possibilité. De ne pas avoir peur de l'émotion, de ne pas avoir peur de provoquer aussi, et aussi de la couleur, parce que je pense que la couleur, c'est un peu comme la mélodie. On peut l'utiliser bien, on peut l'utiliser mal. Mais moi, j'aime bien la couleur et j'aime bien la mélodie. On va écouter un titre de Mika, Big Girl, You Are Beautiful. D'ailleurs, oui, effectivement, on parlait tout à l'heure du harcèlement. Non, voilà, les filles qui sont rondes, elles sont magnifiques. Ouais. Mika. Et si elle se pense magnifique, c'est l'attitude. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la taille. Ouais. C'est juste, c'est l'esprit qui compte. Mika, qui est notre invité aujourd'hui, c'est ce soir la finale de The Voice, évidemment sur TF1. Enfin ça, je pense que tout le monde le savait. Question de la machine. Vie privée ou vie publique? Privé. Ouais. Ah, c'est sûr. Malgré ta notoriété, t'as à peu près réussi à séparer les deux. Hein. Je sais, bon, j'essaye. Et je pense que c'est très important, sinon on perd la tête. Mais vraiment, on devient un peu... il faut avoir une séparation. Il faut aussi avoir une séparation où on se dit... Moi, je me dis toujours, je suis une personne sur la scène quand je travaille, je suis l'autre quand je rentre. Et même la manière que je m'habille. Mhm. Je fais pas... Bien sûr, mes Il est costumes habillé tout le Valentino, temps. ils sont Il est bien, habillé mais... tout le temps de noir quand chez lui. C'est le mythe qui s'écroule. Il est habillé tout en noir, tout triste. Non, mais en fait, la plupart du temps, c'est juste un t-shirt blanc et des jeans. Bah ouais, c'est ça. Je suis super paresseux, en fait. Parce que je porte tellement de fringues. Et c'est tellement drôle parce que quand T'aimes ça? Mais j'aime bien, Bien j'adore. sûr. Mais parce que pour moi, c'est pas vraiment... C'est amusant. C'est le côté. Et j'ai grandi avec. Tu en parlais tout à l'heure, c'est enfant terrible, c'est ça. Ouais, mais j'ai grandi ouais. avec aussi. Parce que ma mère, elle était comment on dit ça? Styliste. Oui, bien sûr. Et donc j'ai grandi avec ça. Il y avait toujours comme je dis toujours, il y avait les épingles par terre. Quand on se levait le matin, il y avait des épingles. C'était normal. Il y avait du tissu partout. Donc pour nous, les fringues, c'est pas juste des fringues, c'est une autre manière de raconter une histoire. Et en même temps, je dois dire que je sais pas. Moi, j'ai des storages, des archives d'habits et de chaussures. Mais en fait, quand vous allez chez moi, on ouvre le placard. Rien. Il y a très peu. Il y a très peu et souvent c'est très sale. Parce que je suis extrêmement paresseux. C'est le dernier truc. C'est comme un chef, je pense. Alors, je rencontre tous ces chefs qui font tous les trucs, qui ont 3 étoiles, Michelin, 2 étoiles, tout ça. Et tu vas chez eux, ils te font 2 œufs au plat. Quoi. Non, c'est presque toujours la même chose. C'est du thon. Du thon à l'huile d'olive avec des oignons et des toasts. Question de la machine. Optimiste ou pessimiste? Ah, moi, je suis fondamentalement pessimiste. Et c'est pour ça que je suis toujours étonné quand il y a des bonnes choses qui se passent. Ce qui veut dire qu'en général, je deviens plus content, je suis plus heureux. Parce que quand je pense, oh non, ça va être un désastre. Et tout d'un coup, c'est pas un désastre, je me dis, oh, c'est vachement bien ça, je suis vraiment content. Alors, je pense que les pessimistes sont en général beaucoup plus heureux. C'est pour ça que moi, je suis un optimiste accidentel. D'accord. Donc en fait, effectivement, si tu attends des catastrophes tous les matins, c'est vrai que quand elles n'arrivent pas, t'es heureux, quoi. Et voilà. C'est le meilleur moyen d'être heureux. C'est ça. Moi, je suis Eeyore. Je suis l'âne dans Winnie the Pooh. Oui. Je suis pas très Winnie the Pooh. Moi, je suis pas très taoïsme. Je suis plutôt pessimiste. Eeyore. Tu sais qui c'est Eeyore? Non. C'est l'âne dans Winnie the Pooh. Tu connais Winnie the Pooh? Non. Tu connais le Winnie the Pooh? Vous connaissez pas Winnie the Pooh? Non.
Vous avez grandi où, C'est quoi enfant? Hein Enfin. Quoi Ah, Winnie l'ourson. Winnie the Pooh. Oui, mais en France, ça s'appelle Winnie l'ourson. Ah, Winnie l'ourson. Voilà. Alors, dans Winnie l'ourson, Il y a l'âne. il y a l'âne. Et en fait, Winnie l'ourson, c'était écrit par un ancien prof de mon école. D'accord. Ah ouais. Alors nous, on avait beaucoup de parties En fait, notre théâtre était construit à l'école avec tous les droits de Winnie the Pooh, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Alors, et partout, il y avait des dessins de Winnie l'ourson et tout. Parce que je suis allé dans une école où... Et lui donc, tu était dis, prof. toi, c'est plutôt l'âne dans Et dans l'âne, il y a l'âne qui est pessimiste, Ouais. qui est très négatif. Ouais. Et je pense que ça, c'est moi. Ouais. Eeyore, il s'appelle. Mais en français, je sais pas. En français, ça s'appelle Bourriquet. 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 En français, il s'appelle quoi? Bourriquet. Alors moi, c'est Bourriquet. Bourriquet. Et toi, t'es qui? C'est Bourriquet. Si moi, je suis Bourriquet, toi, t'es qui? Moi, je peux être que l'ourson, évidemment. Ah, Florent Pagny. C'est l'ours. Non, t'es pas l'ourson. Toi, t'es l'hibou. Ah ouais. Le hibou. Ah, je sais pas comment il s'appelle, le hibou. Ah, je sais pas. Personne ne sait comment il s'appelle, mais il est omniprésent. Ah ouais. Il est où dans l'arbre et c'est tout. Oui. Non, Tigrou, c'est Florent Pagny. Tigrou, c'est Florent Pagny. Zazie, c'est le lapin qui mange trop de carottes. et Matt, c'est qui? Ah, Matt, c'est Piglet. Piglet, c'est qui? C'est le petit. Non, Matt, il est pas très Piglet en fait. Non, en fait, non. Je sais pas qui c'est Matt. Bon, eh ben, écoutez là-dessus. On va l'écouter. Indochine, la vie est belle. Ah, je te vois en ourson là. Mika, il est temps d'aller se préparer Ah ouais. car c'est tout à l'heure. Merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. Dis donc, alors parlons un peu quand même musique là. Il se passe quoi? Qu'est-ce que J'écris. T'es en train d'écrire? Ouais, j'écris un album. D'accord. Un album qui est en ce moment qui se forme et c'est très 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 musique années 70. C'est tout écrit au piano. Ok. Il y a des voix qui montent et qui descendent. C'est assez Yellow Brick Road. Ah waouh. Ouais. Waouh. Et je suis très content. Et c'est en anglais. D'accord, bien sûr. Et ça, donc on peut penser qu'il y aura un album quoi l'année prochaine quoi. Ouais. Exactement. Bon, c'est ça. génial. Mais avant, il y aura des singles. Alors, je vais sortir un EP idéalement D'accord. et des singles. Et ensuite l'album. Mais moi, je considère toujours que l'album est important. Parce que quand quelqu'un comme moi, parce que tout le monde dit maintenant que les albums, ça compte plus. Et évidemment, si on regarde un peu les chiffres, on voit comment ça réagit avec Spotify et tout ça, c'est plutôt les singles qui comptent. Mais quand on écrit, il faut contextualiser notre vie. Et moi, j'utilise mes albums pour parler de ma vie. Et à ce point-là, j'avais vraiment pris cette décision. Il y a une chanson qui ouvre l'album, qui s'appelle Le Cerisier. Et c'est comme si ça ouvre l'album avec cette chanson qui s'appelle Le Cerisier et c'est dit écoutez, je rentre, je remonte sur la scène, bonjour mesdames et messieurs, j'ai trouvé mon sourire par terre et en fait je l'avais pas reconnu parce qu'il était un peu sale. Mais c'est bon parce que maintenant je l'ai nettoyé et je l'ai remis et il me va toujours très bien. Alors maintenant on est prêt à commencer. Et c'est comme ça que l'album m'ouvre. Alors moi j'ai besoin de raconter une histoire avec un album qui a 12 chansons, quelque chose comme ça. Alors même si c'est les singles qui comptent, pour moi, parce que je suis un auteur-compositeur, et ensuite je deviens interprète, je dois écrire un album. Non, puis l'album, tu le dis et tu as raison, l'album c'est un moyen de quand même de découvrir beaucoup plus de facettes d'un artiste que juste un titre qui va être matraqué, qui Ouais, va être mais- un tube. C'est important les tubes. Je hein. pense, les Mais, tubes, non, mais les tubes c'est super important. Bien sûr. Et- Mais à un moment donné, c'est vrai que si on veut connaître mieux un artiste Ouais. et lui permettre aussi de faire des choses un peu différentes, l'album devient est un moteur essentiel et restera un moteur essentiel. C'est ça. Et aussi pour les tournées, parce que moi j'ai jamais arrêté de tourner. faire des concerts sur la scène. C'est pour ça que j'en fais tout le temps. Bon, cette année, j'ai annulé quelques concerts en été parce que je me suis dit là, je me cache, je me préserve, je développe et je reviens. Donc, à mon avis, on entendra peut-être une nouvelle chanson de Mika avant la fin de l'année, si on a de la chance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mika, bonne émission et puis, Tu comme on portes dit, quoi merde, ce soir? Merde pour ton candidat. Ah ouais. Bonne chance. Tu vas porter quoi? Je sais pas, on Et verra. tu sais ce que je porte moi? Non, vas-y. Ah, du noir et du blanc. Il est chic, Et une broche des années 20. Ouais. très chic. Comme Marlène Dietrich. Mais je suis un homme, alors je sais pas si ça va être beau.
Bon, écoute, on verra le résultat. On a hâte de voir la broche Marlène Dietrich des années 20. Bonne fin de soirée et on se retrouve nous demain Pascal, à partir de 18h. Ah non mais attends, je veux dire un truc. En fait, Avec Raphaël, ouais. ouais, non mais en fait, je dois dire que ça me fait plaisir d'être là. Parce Moi aussi. qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est pendant ces dizaines d'années. Ouais. Et t'étais un peu le contrepoint de ma carrière en France. Bon. Et tu m'as jamais posé des questions publiquement. Bon. Alors ça, c'est la première fois qu'on se rencontre publiquement. Exactement. Et normalement, c'est derrière. C'est toujours derrière. C'est dans les coulisses. Exactement. Alors là, c'est la première fois. Voilà. Et t'es exactement la même personne. Ben, je te remercie. On se retrouve demain à partir de 18h sur RFM en compagnie de Raphaël, Ah, qui d'ailleurs vient de gagner le concours des nouvelles. Incroyable. le prix Goncourt. Le prix Goncourt réservé, tu sais, c'est une catégorie sur les nouvelles. Il a écrit plein de nouvelles et donc il vient de remporter le Goncourt des nouvelles. Incroyable. Ouais, Raphaël.